Patron! Mais qui vous a dit d'entrer, vous? C'est votre émission préférée qui commence! Et arrêtez de gesticuler comme ça! Je suis tellement content de vous prévenir. Vous adorez cette émission. Oh, c'était pas gagné au début, hein. Pourquoi c'est gagné, là? Non. Vous voulez une médaille aussi? On est vendredi, il est 18h. Tout le monde adore l'hebdo. Tout le monde attend. C'est qui, tout le monde? Les auditeurs? Ah, c'est le principal. Alors mettez en route. Vous m'avez fait peur. Allez, taisez-vous, lancez la musique. Allons-y. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo, votre magazine d'actu. Cette semaine, nous rendrons hommage à une femme pas comme les autres, une femme qui se sera battue durant toute sa vie pour nous tous. Nous rendrons hommage également à d'autres femmes bien loin de chez nous cette fois-ci, et des femmes qui se battent pour leurs droits, leurs simples droits qui sont bafoués au quotidien. Le reportage de la semaine, la violence dans les établissements scolaires. Bastonnez-vous, vous êtes filmés. Le phénomène était né aux États-Unis et il donnait déjà froid dans le dos. Eh bien, il est arrivé chez nous et c'est assez dramatique. Les jeunes quittent de plus en plus tard le domicile familial. Les Tanguy marocains subissent-ils la crise sociale? Manque de moyens, attachement renforcé, Rimmel est parti vous sonder. Nous parlerons également, et ce sera notre sujet principal, de tourisme. Après 2 années de crise sanitaire, les professionnels du tourisme commencent à sortir petit à petit la tête de l'eau. Quels sont précisément les chiffres au niveau national? Quelles sont les régions avantagées et celles qui ne le sont pas? Que pourrait-on faire pour booster davantage notre tourisme? Les réponses avec notre invitée qui nous rejoindra dans un instant, c'est Wissal El-Gharaoui. Elle est la secrétaire générale de la Confédération nationale du tourisme, du sport aussi bien évidemment dans l'hebdo et de la musique. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Hello Fathia. Bonjour Madame Bonjour Laoné. Fathia. Comment allez-vous? Très bien, on est très heureux de te revoir comme Oui, d'habitude. je vous ai pas trop manqué, ça, il n'a pas été... Définitivement. Ah ouais, oh, c'est gentil. Apparemment c'était une émission extraordinaire. Donc. Parce que j'étais pas là. Parce que j'étais là. Donc une fois n'est pas coutume, nous allons tout de suite accueillir notre invité, Wissal El-Gharaoui. L'invité. Je vais vous demander de bien vouloir nous rejoindre. Installez-vous. Wissal, nous allons parler de tourisme. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Bienvenue dans l'hebdo. Merci, quel plaisir d'être dans ce studio qui respire La bonne vibe. Ah, très bien. Alors, d'habitude, on n'a pas l'habitude traditionnellement de faire rentrer notre invité aussitôt, mais je souhaitais que vous réagissiez aux 2 images, puisque cette semaine, ce sont 2 images de la semaine. Je connais votre attachement à la cause féminine. Donc, on débute tout de suite avec la première image de la semaine. Son visage a inondé les réseaux sociaux, il a fait la une de la presse. Aïcha Chenna nous a quittés. Elle s'était battue sans relâche pour défendre les femmes célibataires. Lorsque ces dernières étaient rejetées de toutes parts, elle les a accueillies, hébergées, elle et leur bébé. Aïcha Chenna, malgré toutes les critiques, pour ne pas dire quelquefois les insultes, n'avait jamais baissé les bras. Certains, à l'époque, lui disaient même qu'elle ne défendait que des prostituées. Si pour certains, ce mot était le pire à entendre, Aïcha, elle, l'utilisait à bon escient. Toute mère et chaque bébé venu au monde devait être protégé et entouré d'amour. Elle portait haut et fort son combat, protéger des jeunes femmes et leur rendre la dignité qu'on leur avait retirée. Et quand certains qualifiaient ces bébés de bâtards, voilà ce que Aïcha répondait. Eh bien, moi, je vais vous dire que les Marocains m'écoutent maintenant. Ces enfants, ils sont exactement comme toi et moi et nous tous ici. Personne n'a choisi sa famille. Et ces petits qui sont encore bébés, affaiblis aujourd'hui, vont être les hommes de demain. Attention, 20 ans, c'est demain. Attention, 20 ans, c'est demain. Ce message des plus forts, Aïcha Chenna nous laisse, on peut le dire, tous un peu orphelins. Même quand elle était fatiguée, elle appelait chaque Marocain et Marocain à poursuivre son combat. Reste aujourd'hui à espérer que la relève sera bien là et on lui doit bien ça, quoi. Un mot, Wissal, oui, alors Aïcha. Je suis très émue de voir Madame Chenna, Allah yarhamha, parce que j'ai rarement rencontré des femmes avec autant de détermination sur une cause qu'elle disait elle-même, c'était une humaniste avant d'être une féministe. Et c'est vrai ce que disait Madame Chenna,
Les bébés qui sont nés dans des circonstances particulières, ils n'ont même pas choisi d'être là. Nous sommes tous collectivement et individuellement interpellés sur notre responsabilité vis-à-vis de ces enfants-là, de ces naissances, vis-à-vis des mamans et vis-à-vis de tous les drames malheureusement humains qui sont engendrés à l'occasion de ces problématiques-là. Donc Madame Chna, elle a lutté toute sa vie, elle a porté un combat extrêmement fort. Mais est-ce que la relève est là? Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. J'espère que son héritage sera perpétué. J'espère que son héritage ne sera pas abandonné parce qu'elle a osé, à une époque extrêmement délicate, elle a osé ouvrir un débat sur des sujets extrêmement délicats dans une société comme la nôtre, des sujets considérés tabous. Aujourd'hui, moi, en tant que femme, je considère que ouvrir ce débat dans une société comme la nôtre, c'est un exercice qui ne peut être que sain. Il est ô combien nécessaire dans une société qui évolue, avec une communication instantanée en tout temps et en tout lieu et accessible à tout âge. On ne peut plus se cacher derrière notre petit doigt sur des problématiques qui commencent là à peser très sérieusement sur notre société, mais surtout sur l'avenir de cette société. Je suis d'autant plus émue et sensible à ce sujet que je suis moi-même active dans le milieu associatif, notamment en ce moment et depuis 2 ans par la prise en charge d'un cas d'une jeune fille qui a été agressée en étant en plus mineure. Et aujourd'hui, malheureusement, nous découvrons aussi que le cadre réglementaire qui est le nôtre n'est pas adapté à prendre en charge des situations comme ça. Pour protéger une maman célibataire ou une maman avec un nouveau-né, on n'a pas de structure. On n'a pas de cellule qui est capable de pallier déjà aux premiers besoins. Et je pense que Madame Chna a mené ce combat très longtemps. Et il va falloir que l'on soit beaucoup de Madame Chna à mener ce combat, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos orientations culturelles. Il est important que l'on priorise d'abord la sécurité de ces mamans et de leurs nouveau-nés. Alors, on va parler d'un autre combat de droits des femmes. L'autre image que vous découvrez en ce moment sur nos réseaux sociaux, c'est celle d'une jeune femme. Elle n'avait que 20 ans. Son nom, Hadis Najafi. Elle est devenue le symbole de la révolte iranienne. Les images de cette jeune fille nouant ses cheveux blonds, dénués de voile, avant de rejoindre le mouvement de protestation, ont fait le tour du monde. Hadis a été tuée quelques minutes plus tard, quelques minutes après cette fameuse photo où elle s'attache les cheveux, de 6 balles tirées par les gardiens de la Révolution. Malgré le nombre de victimes qui augmente un peu plus chaque jour, la colère dans le pays ne faiblit pas. Pour rappel, le mouvement de révolte est parti suite au décès de Mahsa Amini et elle avait été interpellée il y a quelques semaines par la police des mœurs parce qu'ils avaient jugé qu'elle ne portait pas correctement son voile. Ces derniers jours, toutes les vidéos des manifestations iraniennes se partagent aux 4 coins de la planète. Des femmes qui arrachent leur voile et osent montrer leurs cheveux et peut-être la plus terrible d'entre eux. Je vous invite vraiment à voir cette image. C'est cette jeune femme sur le cercueil de son frère, tué lors de la manifestation. Elle lui demande pardon pour être mort pour ses cheveux et coupe ses cheveux sur son cercueil. Elle lui dit pardon pour de simples cheveux, tu as perdu la vie. Depuis quelques jours, les Iraniennes ont adopté une nouvelle hymne. Elles se filment sans foulard et entonnent en iranien le chant qui est devenu vraiment l'hymne sur les réseaux sociaux iraniens en ce moment, le chant des partisans luttant contre le fascisme. En solidarité un peu partout, des jeunes femmes se filment donc en coupant leurs cheveux. C'est le cas d'une star turque, Melek Mosso, qui l'a fait, elle, sur scène, devant tous ses fans. Elle s'est coupé les cheveux, un geste des plus forts qui a été également partagé à travers le monde entier. Autre geste également très fort, celui des joueurs de l'équipe nationale iranienne de football en protestation contre la répression dans leur pays. Ils ont caché leur maillot et porté une veste noire durant les hymnes. C'était mardi dernier.
Ce qui a changé, c'est que ces dernières semaines, il y a des hommes qui participent à ces protestations et on a l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique qui est créée, mais que rien ne peut arrêter finalement les autorités, donc on ne sait pas. Notamment le président iranien, donc Ibrahim Raisi, qui a demandé à ce qu'on réprime dans la violence tout débordement. Et je trouve quand même incroyable qu'en 2022, on en soit toujours là. Il y a tant de choses qui ont été faites, mais bon, il y a tant de choses qui sont encore à faire. Et puis voilà, donc c'est dramatique. J'aimerais juste revenir, on peut revenir sur Aïcha Chinaji? Bien sûr. C'est une dame que j'ai connue et que j'aimerais saluer pour son courage pour 2 raisons. Pour tout ce qu'elle a réalisé et pour aussi un pan de sa vie qui est très peu méconnu, celui de ses premières années où elle a vécu des choses dramatiques. Et ça, peu de gens le savent, les gens ne connaissent que son combat. Alors, juste rappeler, ta langue a fourché un petit peu, elle a pas œuvré pour les femmes célibataires, elle a œuvré pour les mères célibataires. Oui, tout à fait, c'est vrai, tu as raison. Il fallait, tout à fait. Oui, tu as précisé parce que la nuance est de taille. Et cette dame qu'on a tous, je pense, à un certain moment de notre vie un peu connue, côtoyée, du moins pour ma part, c'est une réalité. C'est une femme c'est l'une des rares femmes qui dégageait une telle sérénité et une telle conviction dans le combat qu'elle a mené, qu'on a quand même l'impression que son combat va perdurer longtemps après elle. Donc je réponds à la question de Mme Rabou de tout à l'heure. Et pourquoi elle va perdurer? Parce qu'en fait, notre quotidien nous rappelle à chaque fois qu'on ne doit pas baisser les bras. Et quand je reviens à l'histoire de la jeune femme morte il n'y a pas longtemps, de 15 ans, d'un avortement clandestin, effectivement, parce que, bon voilà, encore une fois, l'avortement est interdit dans ce pays et qu'en tant que mère jeune et célibataire, elle aurait été fortement stigmatisée en 2022 aussi. On se dit que finalement, Madame China aurait bien vécu 75 ans de plus, que ça n'aurait pas fait de mal à ce pays. Exactement. Ouais. On va enchaîner tout de suite avec un sujet économique, le tourisme qui nous concerne tous. Comment, Wissam, comment se porte notre tourisme? Je ne sais pas si je peux oser. Vous osez tout ici, vous êtes dans l'hebdo, c'est l'émission où on doit oser. C'est même très recommandé. Il commence à sortir un peu du coma. Un peu. Non, la bonne nouvelle, c'est que il y a eu une reprise qu'on a tous ressentie cet été et elle n'était pas que chez nous, elle était dans le monde entier. La très bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une forte demande déclenchée à l'échelle mondiale. Il y a eu beaucoup d'engouement parce que les gens, après 2 ans d'enfermement, ils avaient juste une seule envie, c'est de prendre un avion, un bateau, un vélo, ce qu'ils veulent et de bouger. Donc ça s'est fait. Chez nous, on a pris un tout petit chouïa de retard parce que, rappelez-vous, on a ouvert les frontières bien longtemps après la planète entière. Bref, donc à partir de juin, on a commencé à recevoir les premiers visiteurs internationaux et en très très grand nombre les Marocains du monde, ce qui est aussi une très bonne nouvelle parce que ça réaffirme, si cela était nécessaire, d'abord l'attachement de cette communauté à leur terre d'origine et ensuite parce que ça a permis à la machine de l'industrie touristique de se remettre en marche avec plus ou moins de success story mais avec plus de bons que de pas bons. Maintenant, là où je nuance un petit peu, c'est que 1, c'était pendant l'été. 2, c'était une forte communauté parce que les MRE représentent à peu près 65% du volume global qui a fréquenté le pays. 3, parce que ça s'est concentré sur les grands pôles balnéaires en particulier. Et donc, notre combat, à nous, à la Confédération nationale du tourisme, c'est un combat économique, certes, mais il est aussi fait pour des raisons sociales et puis pour des raisons de développement en tout court. Donc, notre combat, c'est qu'il faut que cet engouement-là profite de manière quasi équitable à l'ensemble des territoires. Voilà. Et c'est ça la vraie bataille. Justement. Alors, les derniers chiffres qui ont été rendus publics, c'est les recettes touristiques qui sont élevées à un peu plus de 36,5 milliards de dirhams à fin juillet dernier. Une augmentation, mais qui ne veut pas dire grand-chose parce que c'était quasi nul, de 179%. Mais la question qui se pose, vous avez failli y répondre déjà, c'est est-ce que cette recette bénéficie à l'ensemble des régions? Alors, déjà, en année normale, en 2019 par exemple, on a fait 80 milliards de dirhams, juste pour qu'on ait une échelle. Il va falloir qu'on fasse les 80 et un petit peu mieux, ça serait bien aussi. Maintenant, les 80 milliards, ils sont faits à 70% par les marchés internationaux, les TES, les touristes étrangers de séjour, qui, eux, pèsent 70% sur le volume global, notamment des nuitées dans les établissements touristiques classés. C'est une équation économique qui est factuelle.
c'est une contribution financière plus forte de cette population-là. Ça veut dire que pour nous, c'est bien qu'il y ait eu cette reprise pendant l'été, mais on attend... Non, elle ne suffira pas parce qu'on attend que le marché allemand reprenne, que le marché britannique reprenne, que le marché français, espagnol, italien, suédois et d'autres reprennent, parce que c'est à ce prix-là que l'on pourra dire que nous consolidons cette reprise. Ce que nous avons tiré comme enseignement, c'est que la destination Maroc en tant que destination n'a pas de problème pour attirer, pour plaire, pour se positionner, tout ça. C'est des sujets qu'on n'a pas à réaffronter. Maintenant, il faut qu'on se replace en tête de file sur les marchés internationaux, et ça c'est un gros chantier, et il faut le faire avec un double clic. Le premier, c'est un clic de communication, de marketing mené brillamment par les équipes. Pourtant, il y en a eu plein des campagnes justement, ça c'est très bien fait. En plus, il y a de belles campagnes, elles sont très bien faites, elles sont de classe mondiale. Franchement, elles sont très bien faites, elles sont fraîches, elles parlent au nouveau public, elles sont digital oriented, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut à côté, c'est mettre des capacités en siège pour 2 raisons. 1, parce qu'il faut avoir du flux. 2, parce qu'une capacité importante va baisser la pression sur les prix. Maintenant, l'équation, elle est un peu compliquée. À une époque où les prix des hydrocarbures explosent, c'est très compliqué de rendre le prix de l'avion compétitif. Donc, on marche un peu sur des œufs. Mais d'autres y arrivent. D'autres y arrivent. Au Maroc, pourquoi on n'aurait pas une compagnie low cost, par exemple ? Alors, merci beaucoup pour cette question, parce qu'effectivement, le business model du transport aérien, je crois qu'il est temps qu'on le revisite. La Royal Air Maroc, c'est notre compagnie nationale, c'est notre porte-étendard, c'est notre fierté nationale, c'est tout ce qu'on veut. Elle a son rôle à jouer. Mais il va falloir aussi renforcer pour, en plus, permettre à la compagnie aussi de profiter d'une dynamique de marché. Il va falloir ramener d'autres acteurs, mais dans un volume suffisant pour créer cette masse critique, j'ai envie de dire, pour que l'effet, l'impact économique et l'impact sur la compétitivité puissent se voir. Justement, en quoi consiste le travail de la Confédération ? Est-ce que vous avez un poids auprès des professionnels du tourisme, à savoir régulation des prix, des fois la qualité des services, voire même auprès des politiques ? Alors, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère en tout cas. Non, alors la Confédération est une corporation professionnelle qui regroupe la totalité des métiers réglementés. Il y a 6 fédérations réglementées dedans. Il y a la Fédération des hôteliers et des établissements d'hébergement. Il y a la Fédération des agents de voyage, des transporteurs, des restaurateurs et des guides accompagnateurs. Donc ces fédérations-là, en plus évidemment d'entreprises de tous bords, nous représentons à peu près 15 000 entreprises du secteur du tourisme dans l'ensemble de l'écosystème. Alors on a beaucoup été en frontline durant les 2 années de Covid, parce que nous avons été l'interlocuteur privilégié des autorités publiques pour la gestion de la crise et pour la mise en place des plans d'accompagnement. Nous avons le rôle et la responsabilité de co-construire avec les autorités publiques des visions qui sont d'abord cohérentes avec notre identité, avec ce que nous sommes capables de faire, et avec la vision des entrepreneurs eux-mêmes. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est quoi l'enjeu ? Il faut que toutes ces entreprises performent, gagnent de l'argent, payent des impôts et créent de l'emploi. Et surtout que le grand public puisse aussi avoir un service... Alors, je sais où vous voulez en venir, on va y aller. C'est la question des prix des prestations. Alors, le commerce, vous le savez, le commerce est libre au Maroc. Il n'y a pas d'outils ou de levier pour réguler des prix. À partir du moment où ce n'est pas un produit de première nécessité, quoique il aurait mérité d'être de première nécessité. Cette question des prix, elle obéit à une équation très simple qui est celle de l'offre et de la demande. Maintenant, on a proposé plein de choses pour faire en sorte que cet équilibre entre l'offre et la demande puisse être cohérent pour baisser la pression sur les prix. Il y a encore des efforts à faire sur la compétitivité. Et puis, il y a un petit détail que je veux rajouter et qui a son rôle dans cette affaire de prix, c'est l'informel. L'informel, aujourd'hui, est un vrai sujet et un vrai souci sur la capacité du tissu formel à être compétitif sur le marché. Voilà. Et bien sûr, après, il y a tout le coût de production dans lequel les taxes et j'en passe. Vas-y, ta question, parce que c'est super intéressant ce que dit, parce que déjà, j'aimerais bien qu'elle détaille ce que c'est que l'informel. Parce que, bon, exactement. Qu'est-ce que vous appelez l'informel, sachant qu'on parle... Oui, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de tourisme, nous pensons hôtel. En premier lieu, c'est quoi l'informel ? Donc c'est Airbnb, c'est quoi ? Alors,
C'est des particuliers sans vouloir leur faire de pub, les particuliers qui louent leur villa secondaire au nord ou au sud ou à Marrakech, qui louent des appartements, les gars, quand on va à Ifrane en fin d'année et qu'on trouve des gars sur les parkings avec des clés, nous on les appelle les Iswirtet, parce qu'en plus le gars il est hyper bien équipé. Et donc il nous propose son boui-boui à 300 dirhams. Ça c'est de l'informel. C'est de l'informel, mais ça représente quand même un gros problème pour le tissu formel, parce que c'est des gens qui sont hors champ, hors radar. C'est interdit, hors champ, mais quand justement, puisque vous parlez des prix, quand cet été, par exemple, ça a été le cas pour de nombreuses personnes, vous ne trouvez pas de chambre en dessous de 1500 dirhams, et là, je parle du plus bas, quand vous êtes une famille avec 4 enfants, faute de liaison. Comment vous faites? Vous allez aller chercher ailleurs. Et aller chercher ailleurs, c'est aller faire du Airbnb, quel peut être, peu importe le site. D'ailleurs, Booking commence à faire de la location de maison. Nous, clients, on est obligés de passer par là. C'est pas possible. Imaginez 2 chambres. Juste une nuit, vous voulez passer juste une petite semaine de vacances, c'est 3000 dirhams pour la nuit pour une famille. C'est juste impossible. Oui. C'est impossible. Je suis d'accord. Comment on fait? Je suis d'accord. C'est vrai que quand on est une famille, et les Marocains voyagent à peu près un peu plus de 71% que en famille, parce qu'il y a une étude qui a été faite, qui est récente, de l'Office du tourisme. Et donc, effectivement, c'est une équation compliquée, parce que aujourd'hui, l'hôtellerie traditionnelle ne répond pas en totalité à cette spécificité-là. Alors, il y a 2 ou 3 sujets dans votre question, Laftria. D'abord, les prix cet été en particulier ont flambé un peu partout dans le monde. La Turquie a beaucoup augmenté, la Grèce a beaucoup augmenté, l'Égypte, partout, l'Espagne. Oui. Parce que les gens ont eu... Je sais pas, ils ont eu peur que... Ça a marché, offre-demande. Ça a marché, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'équation de l'offre et de la demande. C'est pour ça, Madame Rabaoui, comme moi, c'est pas tant le prix qui me gêne. C'est le rapport qualité-prix. C'est le rapport qualité-prix et la prestation. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même, selon quelques petits rapports auxquels j'ai eu accès, qu'on a beaucoup de mal à fidéliser nos clients de l'international qui ne reviennent pas. Parce que c'est bien beau de le faire. C'est bien beau de les faire venir une fois, mais l'idée, pour pouvoir pérenniser ce secteur-là et retrouver les 80 milliards de dirhams et aller un peu au-delà, c'est de faire en sorte, parce que le marché n'est pas extensible à l'infini, c'est de faire en sorte que les touristes présents reviennent. Or là, on se rend compte qu'on a un problème. Mais vous, en tant que confédération, est-ce que vous avez un poids sur ces entreprises prestataires de services dans le tourisme pour qu'ils prennent enfin conscience que c'est bien beau d'avoir 1 milliard de campagnes qui coûtent très très cher, que c'est bien beau de faire en sorte de travailler sur l'aérien, c'est bien beau de séduire de nouvelles clientèles, mais que faire en sorte qu'elles reviennent sera encore beaucoup mieux. Exactement, parce que nous avons aujourd'hui une concurrence qui est rude à travers le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Même, moi, je voyais juste par rapport aux Marocains du monde, comme vous les avez appelés, à un certain moment, ils se posent véritablement la question, malgré leur enracinement à ce pays-là, de savoir est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller chez nos voisins ibériques, juste à côté, pour 3 fois moins cher, ou de venir au Maroc. Donc, est-ce que vous avez là, vous avez raison de soulever cette question-là. Et oui, la Confédération est en train de finaliser tout un plan qu'on va devoir travailler avec l'administration de tutelle pour adresser cette question de qualité. Alors, c'est un peu quoi, une charte, l'œuf et la poule. Là, c'est pas une charte, c'est très pragmatique, c'est opérationnel. Il va falloir qu'on mette en place un plan d'action structuré et structurant pour reprendre la main sur comment upgrader la formation. Alors, on est confronté cette année en particulier à 2 ou 3 problèmes. Le premier, on ne peut pas garantir de qualité et de pérennité de service et de régularité quand on n'est pas rentable. Vous demandez ça à n'importe quel chef d'entreprise, même s'il a une épicerie, il va vous dire la même chose. Il ne gagne pas d'argent, et il va réfléchir 4 fois avant de commencer à recruter des talents qui coûtent cher, à former des gens, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut qu'on commence d'abord par la rentabilité. Il faut sécuriser cette question de rentabilité pour qu'après, on puisse être dans une sorte d'obligation de former les gens et de faire une mise à niveau. Le deuxième souci auquel on est confronté, c'est que le monde recrute et recrute chez nous. La France, l'Espagne, le Qatar, avec la Coupe du Monde, les gens sont en train de recruter et recrutent de chez nous. Le Moyen-Orient, évidemment, ils recrutent les meilleurs. Donc, cet été, la France cherchait 100 000 travailleurs dans le tourisme. L'Espagne cherchait 300 000 travailleurs dans le tourisme. Le Qatar est en train aujourd'hui de chercher 300 000 dans le tourisme. Juste pour corroborer ce qu'elle dit, pendant tout l'été, il n'y avait pas un journal, j'ai suivi un JT français, que ce soit du midi ou du soir, où il n'y avait pas un sujet justement sur la manque de main-d'œuvre dans le tourisme et les appels justement à attirer les gens. Alors ça nous interpelle. Je vous interromps parce qu'on doit enchaîner, mais on va continuer à parler de tourisme parce qu'on a 1 million de questions. Je ne sais même pas en 1 heure si on va y arriver.
Je peux me permettre de vous poser une question indiscrète? Dites-moi. Est-ce que vous avez des enfants? J'en ai 3. Vous avez 3. Il y a un phénomène actuellement qui inquiète beaucoup. L'une des dérives en fait des réseaux sociaux, des comptes de baston. Vous en avez déjà entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai des ados à la maison. Très récemment ou il y a quelques mois? Oh, ça fait déjà l'année dernière, il y avait des débuts d'initiatives, on va dire, très malheureuses. C'est le reportage de la semaine de Salima. Jingle. Le reportage de l'hebdo. Taper, filmer, c'est publier. C'était il y a 10 jours. Un mystérieux compte Instagram voit le jour. Première vidéo publiée, une violente bagarre entre 2 élèves d'un lycée casablancais. En légende, le nom et prénom des 2 adversaires. Likes, partages et commentaires s'enchaînent. Ce post sera malheureusement le premier d'une saga de scènes de violence filmées à proximité de l'établissement. Le cercle vicieux devient difficile à briser, les bagarres se multiplient. La suivante est annoncée sous forme de teaser en story. Rendez-vous à 16h demain pour assister à la baston entre Amine et Yassine. L'administrateur du compte aura eu le temps de poster 6 vidéos, toutes plus violentes les unes que les autres, avant que les multiples signalisations poussent Instagram à supprimer le compte pour non-respect des conditions d'utilisation. C'est comme si notre vie publique, elle était quand même affichée aux yeux de tout le monde sans notre avis personnel, sans notre consentement. Mais c'est pas la bagarre qui vous dérange en soi, c'est plus la publication? Moi, c'est plus la publication parce que j'ai envie de dire la bagarre, on est jeune et ça arrive à tout le monde de se battre pour n'importe quelle raison. Donc voilà. Pour afficher les élèves. Parce que déjà, il y a le droit à l'image, donc ils sont pas forcément d'accord pour être postés sur des comptes, en plus en public. Donc tout le monde peut voir la vidéo. On ne nous a pas sensibilisés, mais on sait que le compte a reçu un message du compte Instagram du lycée pour lui demander de supprimer le compte. Mais de notre côté, on n'a pas eu grand-chose. Je pense que les parents ont reçu un message, mais les élèves, on n'a pas eu de message. On n'a pas eu de communiqué. On voyait des bagarres qu'on avait peut-être déjà vues en vrai. Et du coup, ça affichait des personnes qu'on connaissait probablement et ça les humiliait. Bon, déjà, qu'est-ce qui vous interpelle? Moi, ce qui m'a interpellée lorsque j'ai... Vas-y, je t'écoute. Premier truc qui m'interpelle, c'est que la plupart des filles à qui les personnes interviewées, oui, c'était des filles. Et la première vidéo que j'avais vue concernant des bagarres qui existent depuis à peu près un an au Maroc, c'était des bagarres de filles. Je vois plus de bagarres de filles que de garçons. Là, c'était 50-50. Bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément bagarre, c'est pas forcément des garçons, mais là, c'est vrai que on voyait autant de filles se bagarrer que de garçons. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est que c'est pas la bagarre en soi, c'est-à-dire que oui, on peut se taper dessus, tout va bien, mais ce qui me gêne, c'est de poster ça sur les réseaux sociaux. Donner rendez-vous demain 18h, tu vois, deuxième ronde. Bon, après, on n'a jamais su qui était derrière ce compte. Je ne sais pas encore si une enquête est ouverte, je vous explique dans un instant. En tout cas, je vous pose la question, les réseaux sociaux poussent-ils les ados à la violence? Pour les pédopsychiatres, ça ne fait aucun doute. Se filmer en train de poser un acte intentionnellement mauvais prolongerait la jouissance de l'auteur, un acte qui va bien au-delà du simple besoin de faire le buzz. Mais vous le savez, c'est trop tard. Sur les réseaux sociaux, rien n'est éphémère, tout est définitif. Les screenshots et screen vidéos sont déjà passés par là. Maintenant, c'est sur WhatsApp que ça se joue. Les vidéos sont partagées, repartagées. L'information finit par arriver aux parents d'élèves. L'inquiétude grandit. Mon fils va-t-il participer à ce genre de bagarre? Ma fille sera-t-il victime de violence? Écoutez Kenza Gassous, elle représente les parents d'élèves d'un établissement casablancais. Mon inquiétude également en tant que représentante parents d'élèves, c'est de dire quel est notre rôle dans ce changement d'attitude, qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux enfants et aux parents afin qu'on puisse sensibiliser tout l'écosystème. J'ai envie de dire que la clé de tout ça, c'est l'éducation. Et l'éducation, elle intervient à tout moment. Elle intervient à la maison, elle intervient à l'école, elle intervient dans la société en général. Donc... Alors, j'ai tenté de contacter la direction de l'établissement en question. Je n'ai pas encore eu de réponse pour l'instant. Plusieurs élèves m'assurent que le proviseur, c'est-à-dire qu'il n'a il aurait affirmé, on reste dans le conditionnel, il aurait affirmé qu'à partir du moment où ça ne se joue pas dans l'enceinte de l'établissement, eh bien, il ne pourrait rien faire. Les associations de parents d'élèves... Un peu de prévention quand même, je veux dire, rien n'empêche d'avoir... Oui, non, bien sûr, on en discute juste après. Moi, je vous rejoins là-dessus. En tout cas, les associations de parents d'élèves se battent pour qu'il y ait des actions de sensibilisation qui soient menées chez les lycéens comme chez les collégiens. Se battent. Hein ? Parents d'élèves se battent.
On va éviter ce mot-là, quoi. Amine la blagounette. Ah, voilà. Se battre. J'ai mis du temps. Le pire, c'est qu'elle te regarde en disant... Non, ce qui est drôle, c'est qu'elle te regarde en disant, attends, c'est quoi la vanne? Elle a mis du temps, comme d'hab. C'est Salima. J'ai mis du temps, c'est vrai. Mais en tout cas, les parents militent. Les parents d'élèves militent. C'est beaucoup mieux. Pour qu'il y ait des actions de sensibilisation qui soient menées donc, chez les lycéens, chez les collégiens, mais aussi chez les plus petits. Parce que ce qu'il en ressort, c'est que même les petits, et Yacine me regarde parce que juste avant d'entrer dans cette émission, il me parlait de ses problèmes de classe, de parents avec sa fille à l'école. Et donc apparemment, même les plus petits sont de plus en plus violents. Alors est-ce qu'il y a un changement comme ça qui est en train de s'opérer? Est-ce que nos enfants sont-ils plus violents? Est-ce que les réseaux sociaux contribuent à amplifier cette violence? Moi, je pense pas parce que y a eu des phénomènes de mode. Souvenez-vous de ce jeu terrible de la corde où ils se pendaient pour voir, c'était il y a très longtemps, ça faisait il y a presque 10 ans, où il fallait se minuter et voir combien de temps ça durait jusqu'à ce que des mesures soient prises au sein des établissements scolaires pour sensibiliser les enfants à ce que c'est, ce que voulait dire se pendre. En fait, ça fait longtemps que ça existe. Aujourd'hui, peut-être que ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Et encore une fois, désolé pour ceux qui sont contre, mais réseaux sociaux, le phénomène des réseaux sociaux prend une ampleur telle que voilà. Et plus ça se partage, et on est très fiers quand ça atteint 5 000, 10 000 vues dans la journée. Ouais, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, ma crainte, c'est qu'il y ait d'abord un phénomène de banalisation de la violence. C'est déjà le cas. Et pourquoi je parle de banalisation? D'abord parce qu'on trouve à peu près naturel de croiser des vidéos à coup de scroll sur nos écrans, des vidéos d'une débilité rare. Ils vendent quoi en fait? Ils vendent de la violence. Et ça, ce qu'a dit la maman tout à l'heure, c'est pas seulement une affaire d'éducation, mais c'est aussi une affaire de comportement intrinsèque des adultes eux-mêmes. Un parent qui dépose son ado le matin devant l'école, qui est en 14e file, et qui descend de sa voiture et qui fait une espèce d'exhibition musculaire parce qu'il a raison d'être en 14e file, c'est quoi le message qu'il donne à son ado de 12 ans ou de 13 ans? C'est ça? Dans la continuité de ce que tu dis, Wessal, il y a aussi... Tu je préfère. Non. Vous voyez vous connaissez depuis longtemps, donc c'est pour ça qu'elle est invitée. Votre honneur. Non, il y a aussi une banalisation de la violence dans le contenu que nous, en tant qu'adultes, on regarde. Enfin, on voit par exemple l'évolution des séries qu'on regardait il y a une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine d'années. Là, House of Dragons, je sais pas. La série coréenne là qui était. Voilà. Il y a 2-3 ans. Squid Game d'ailleurs qui a eu un Squid Game. Et la violence. Mais les enfants de 8-9 ans regardaient. Pas les miens. Hein. Oui. Interdit. Moi aussi. J'ai essayé. Moi j'ai juste essayé. Interdit. Moi-même, le téléphone, il a fallu qu'il ait 15 ans pour avoir son téléphone. Voilà, donc. Vas-y, termine, vas-y. Pardon. On t'écoute. Donc il y a une banalisation qui, je ne sais pas à quel moment, enfin, il va falloir peut-être se pencher sur sur ce phénomène. Mais Kenza, elle dit qu'il faut, c'est une question d'éducation, elle dit aussi qu'il faut sensibiliser un peu tout l'écosystème, etc. Mais il y a aussi moi une phrase qui me tue et que j'entends même certaines de mes copines disent à leurs enfants et j'assume. Hein. Et la drabak darbo? Oui. Bah oui. Drabak darbo. C'est le syndrome de l'enfant mhgour ou la machine mhgour. C'est terrible. Peut-être que la solution, ce serait qu'ils restent à la maison le plus longtemps possible, ces enfants. Non, mais les jeunes et le nid douillet, beaucoup rêvent de passer leur bac et vite partir de la maison, devenir indépendant et voler de ses propres ailes. Pour d'autres, c'est différent. Ils préfèrent rester chez maman et papa le plus longtemps possible. Un phénomène qui s'intensifie et c'est le cas. Et est-ce que c'est le cas également pour vous au Maroc? Rimel vous a sondé. Jingle. Il court, le micro-baladeur de Rimel. On va pas se le cacher, il est très difficile de quitter le cocon familial. Être autonome financièrement est une chose importante pour prendre son envol, mais réussir à vivre sans ses parents et la vie sociale qui gravite autour l'est tout autant. Ceci explique que de plus en plus de jeunes préfèrent rester chez leurs parents.
En tout cas, je suis allée voir ce qu'il en est dans les pays étrangers. Déjà, il faut savoir que d'un pays européen à l'autre, l'âge moyen estimé auquel on quitte le nid familial est très variable. Et selon les données d'Eurostat, 13% des 25-34 ans habitent encore chez leurs parents en France, contre près de 50% en Italie. Ainsi, en Suède, l'âge moyen pour quitter la maison est de 18 ans. À l'autre extrémité, en Croatie par exemple, c'est à 31 ans que l'on prend son envol. 13 ans de différence. En parallèle des différences d'un pays à l'autre, on constate dans la plupart des pays que les filles quittent plus tôt le foyer familial que les garçons. En France, par exemple, l'âge moyen pour déménager de chez ses parents est de 23 ans pour les filles et d'environ 24 ans pour les garçons. Mais alors, qu'en est-il au Maroc? À quel âge on quitte le domicile familial? C'est la question que j'ai posée à nos Marocains. Écoutons-les. Alors, à quel âge faut-il quitter le domicile parental? Je crois 25 ans. Parce qu'à 25 ans, on peut être indépendant financièrement, كنكونوا تقريبا كملنا les études ديالنا, donc نقدروا نعولوا على راسنا بوحدنا. Et toi, est-ce que tu penses qu'à tes 25 ans, tes parents غيتقبلوا le fait انك مشيتي سكنتي بوحدك في la même ville? Oui, je crois, oui. ما عندهمش مشكل. Donc ça a été déjà discuté وما كانش عندهم مشكل. Ils sont d'accord? Oui. À quel âge vous avez quitté votre domicile parental? Quand je me suis mariée, à l'âge de 18, 19 ans. En Côte d'Ivoire, au plus tard, grand à 30 ans, il y a d'autres personnes qui quittent la maison. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Maintenant, tu peux voir un enfant de 18 ans, 17 ans, a déjà quitté ses parents, il est indépendant de lui-même. بالنسبة للبنت ماشي بحال الدري. كتكون الزواج الفرق ديال الزواج هذا هو الفرق اللي بينه وبين الدري. علاش البنت كتزوج عاد كتخرج من الدار؟ لا الا كانت قاده على راسها هي بحال الدري كان عندها واحد الصالير وخدامه واحد الخدمه اللي زوينه ولكن الاغلبيه راه الزواج ماشي بحال الدري اللي خاصو يخدم ويدير شحال من حاجه في الحياه ديالو. احنا ما من نهار عقلنا ونهار حلينا عينينا كنعرفوا روسنا كنبقاو حتى نخرجوا حتى نتزوجوا. انا بالنسبه لي في السن ديال 18 سنه باش يلاه الدري يكتسب اكسبيريونس وداك الشيء فهمتي باش يلاه يخرج يقلب على راسو شويه. انت شحال عندك من عام؟ انا عندي 21 سنه. خرجتي من الدار ولا مازال؟ لا مازال يلاه كنقلب على راسي انا باقي ما خرجتش من الدار. وخدام؟ لا يلاه كنقلبها والسي في ديالي هزو معايا. Pour la fille et pour le garçon, terminer ses études, travailler, trouver un job et s'il veut quitter, marhaba. C'est quoi l'âge idéal approximativement? Pour moi, je dirais 25-26. ماشي تاع 35 40 50 هو باقي جالس حدا امو باه لا واخلوني الدار. Bravo Arimel. Excellent sujet j'adore. et un énorme merci Asmaïl. franchement à Asmaïl et Oumaïma pour tous les montages en direct dans cette émission. Vous le constatez, en fait les jeunes oui, je veux partir, mais non, je suis pas encore partie. Mais c'est dommage, ici on manque cruellement de chiffres. On aurait aimé avoir une. Mais il n'y en a pas. On a fouiné de ce qu'Arimel a vraiment beaucoup cherché. Il y a aussi pas de chiffres officiels. Il y a de beaucoup d'informés. Il y a aussi malheureusement cette réflexion comme quoi la femme ne peut pas se permettre des choses que l'homme peut se permettre. Enfin, il y a un monsieur. C'est évoqué. Les clichés sont durs. Ceci dit, une femme qui s'installe seule et qui travaille et qui prend un loyer, nous en avons quand même de plus en plus dans le Maghreb. Et d'ailleurs, on va s'amuser un peu. À quel âge vous avez quitté le domicile parental? 18 piges, je suis parti faire des études en France. Et... Là, des études payées par les parents. À quel âge, une fois que tu es revenu tu parles... je suis parti en début des années 2000, je suis rentré en 2015. Donc quand je suis arrivé, je suis resté peut-être 6 mois chez mes parents, le temps de trouver un taf. Et voilà. Et toi, moi, quand j'ai annoncé à mon père que j'allais quitter donc, le domicile et la France en même temps, et c'était un choc pour lui parce qu'il n'a pas du tout compris. T'avais quel âge? 21. Okay. Et je venais de finir mes études et donc je lui dis papa, je pars. Il me dit mais tu vas où? Tu vas où je pars dans un autre pays pour un nouveau travail et je quitte le domicile et c'était un vrai choc. Je pense que moi je me suis acclimatée plus rapidement qu'eux. Très bien. Moi j'ai quitté à 22 ans. Pour te marier ou Non. Pour aller travailler. Mais bon, comme j'ai dû... En fait, à 18, parce que j'avais eu mon bac et je suis partie faire mes études en dehors de ma ville où j'habitais. Et après, quand j'ai fini, 22 ans, parce que je suis allée bosser et j'ai trouvé le moyen de bosser encore dans une autre ville où je suis restée 10 ans installée seule. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je suis revenue dans ma ville où mes parents vivaient, j'avais pu obtenir, à coup de négociation, de continuer à avoir mon indépendance. Et mes parents ont vu ça d'un œil au départ un peu mitigé, mais après ils se sont vite fait à l'idée parce que voilà, c'était plus le sujet d'autonomie. Je crois que j'ai démontré mes capacités et ça a marché. Et toi, patronne?
Elle va te dire 18. 18 puisque j'ai commencé à la passion de journaliste et faire de l'alternance. Oui, quand tu rentres dans une école de journalisme, tu as de l'alternance parce que tu dois pratiquer en même temps. Donc je suis partie à 18 ans au grand désespoir de mes parents. Voilà. Très bien. Très beau sujet. Merci, merci beaucoup à toutes les deux. C'est le moment de parler football avant de revenir au tourisme. La Coupe du Monde qui approche. Vous suivez ça de près ? Oui, j'ai des garçons à la maison, donc forcément. Alors, dans ce plateau, on dit souvent que les Marocains sont totalement schizophrènes. Il va peut-être totalement me contredire, mais il y a quelques semaines, nous entendions dire « Oh là là, c'est une catastrophe, on n'a aucune chance, c'est la galère, n'importe comment, jamais le Maroc ne franchira les premiers barrages. » Et d'un seul coup, on s'enflamme vite. En une semaine, tous les Marocains, et c'est tant mieux d'ailleurs, mais les Marocains se mettent à rêver. Exactement. J'ai raison ou j'ai raison? Ouais, définitivement. Et heureusement d'ailleurs. Tant mieux, voilà. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Il n'y a rien, ça joue. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Mais il est dans le foot, bien sûr. Quelle question, il est dans le foot, le bonheur. On ne comprend même pas qu'on se la pose. En fait, savez-vous que selon la chaîne sportive Al-Riyadiyya, en fait, on a été plus de 10 millions de Marocains à suivre les 2 derniers matchs d'équipe nationale de foot contre le Chili et le Paraguay. En fait, ce sont les 2 premiers de Walid Regragui en tant que sélectionneur national. En fait, ce sont les 2 seules rencontres aussi amicales officielles qu'il aura eu pour se faire une idée sur qui va emmener au mondial au Qatar ou pas. Alors 10 millions, c'est beaucoup. On va rappeler que c'est près d'un quart de notre population et qui s'est donc enflammé pour une victoire et un match nul contre 2 bonnes équipes sud-américaines, donc ils sont habitués à jouer les Coupes du Monde, même à gagner des Copa América en 2015 et en 2016 pour le Chili. Du coup, il nous est apparu évident qu'il nous fallait changer de paradigme, Fatih. Et si donc, après 18 mois de défaitisme et de guerre, parce que c'est les mots idoines en fait, et je n'ai toujours pas trouvé son pendant parfait en français. Et si donc après 18 mois de guerre, disais-je, on s'autorisait enfin à rêver. Et si malgré le tumulte vécu ce dernier mois avec le départ de Vaïd, les déclarations parfois malheureuses et polémiques de Regragui, et si malgré quelques blessures préjudiciables à l'équipe et surtout l'absence dramatique d'un vrai buteur, et si malgré l'inflation d'amorosité ambiante, et si donc malgré tous les éléments déchaînés contre nous, on s'accordait enfin une parenthèse enchantée pendant ce mois béni de Coupe du Monde. Parce que justement, Vaïd n'est plus là, parce que Regragui convainc et fédère, parce que les blessures seront résorbées d'ici novembre et que cette équipe regorge tellement de talent, il faut le dire et le redire, qu'on en oublierait presque ses manques. J'aurais bien voulu avoir également un mot contre l'inflation et l'amorosité, mais là, je manque cruellement d'arguments et de perspectives heureuses. Donc en fait, on va juste demander aux défaitistes, aux négativistes, aux pessimistes, aux râleurs et aux hableurs des émissions de foot dans les médias d'entrer dans le coma pendant mamie. De ne pas regarder les matchs. Exact. Dans le coma. Les hableurs des émissions de foot dans les médias, je disais. De se reposer un peu ou à contrario, de ne diffuser que de la positivité. Et de le rappeler en fait un truc qui est essentiel, c'est que notre équipe en fait censée être la plus faible de son groupe, part sans pression et pour cela attendre de pondre et de prendre du plaisir et de nous en donner. Que nos meilleurs résultats en fait dans notre histoire en Coupe du Monde, que ce soit en 86 ou 98, sont venus quand on les attendait le moins. Et pour les plus jeunes en fait, que nos 2 meilleurs matchs en 2008 étaient contre le Portugal de Ronaldo et l'Espagne d'Iniesta, des monstres du football. 2018, des monstres du football mondial. Nous ne sommes donc jamais meilleurs que dans la peau d'un outsider qu'on ne calcule pas, d'un David qui doit s'en aller défier Goliath. Et rien que pour ça, et pour enterrer un peu le quotidien difficile et mort, on va un mois durant suivre les conseils de cet immense chanteur, Kassinko et poète que fut Christophe Ripper, malheureusement disparu trop tôt du monde cruel du showbiz, et qui disait oh, laissez-nous rêver, laissez-nous espérer, laissez-nous croire qu'on ne se bat pas pour rien. Oh, laissez-nous rêver, laissez-nous espérer, laissez-nous croire qu'on est sur bon chemin. Oh, ouh là là, t'es allé la chercher très loin celle-là. Christophe Ripper, hein, fallait fallait la chercher. Mais c'est vrai que ça fait du baume au cœur de voir ça y est, juste on y croit. Bah, on y croit parce qu'on avait envie d'y croire. On avait envie il manquait un petit... C'est les 2 matchs qu'on devait allumer, effectivement. C'est 2 matchs qui n'ont pas été formidables dans l'absolu. Mais non, ce sport est une religion dans ce pays, qu'on le veuille ou pas. 10 millions, hein, je dis bien sûr, les 2 matchs, c'est énorme. Hein, c'est un quart de la population qui ont suivi religieusement pendant 2 heures. C'est combien de pourcentage des adultes ça représente? Limite, c'est pas important parce qu'aujourd'hui, la typologie du spectateur de foot a changé. C'est plus l'adulte. Voilà, non, mais plutôt en âge de regarder. Tout le monde aujourd'hui. Ma mère regardait, peut-être vos parents ont dû regarder les matchs, les enfants regardent les matchs avec leurs parents. Regarde l'enthousiasme qu'a suscité l'équipe nationale féminine. Aussi,
Bien évidemment, bien sûr. Exceptionnel. Donc, en fait, je pense que quand on s'auto-flagelle, en fait, c'est juste un instinct de protection, mais qu'en fait, en gros, on adore rêver, on adore s'enflammer. Et donc voilà, dorénavant, on va arrêter de nous gueuler. Et on va parce que c'est vraiment le terme, on va arrêter de nous gueuler. D'abord, rien que ceux qui n'y croient pas, qui se taisent. Qu'ils arrêtent de polluer ceux qui y croient. Il faut des émissions de foot à la radio. Les footix de la bombonera. Et qui ne polluent pas les autres. Donc, dans la bombonera que vous retrouvez tous les soirs, je vous le rappelle, sur Radio 2M, avec les 4 mousquetaires, de 18h à 19h. Donc, vous allez, à partir d'aujourd'hui, tout le temps positiver. Pas du tout. Ok, d'accord. Parce que si on fait ça, on va être viré en fait. On n'aura plus de raison d'exister. Je me permets d'être un petit peu dur, mais vous allez bien évidemment me corriger. Pour beaucoup, on aimerait bien aussi que le tourisme nous fasse rêver. Et vous allez comprendre très vite où je veux en venir. Est-ce que la Confédération fait quelque chose pour ça ou pas? Tout à l'heure, vous avez dit, pour que ça fonctionne, il faut tout d'abord et en premier lieu que ce soit rentable. Mais je vais inverser votre réponse. Mais pour être rentable, il faut que les services soient là. Et je vais aller encore plus loin, si vous me le permettez. On a quand même un souci. Et j'aimerais savoir un petit peu, comme Yacine vous a demandé tout à l'heure, au niveau des services et tout, au niveau des étoiles de nos hôtels qui ne sont pas en conformité avec l'international. Est-ce que vous intervenez? Parce que ça nous ferait beaucoup de bien. Aujourd'hui, vous descendez dans un 5 étoiles. Je ne généralise pas, bien évidemment. Il y a des 5 étoiles exceptionnels dans notre pays, mais d'autres, excusez-moi, qui n'en mériteraient même pas 3, et des 3 étoiles qui mériteraient tellement plus. Vous parliez de l'informel tout à l'heure. Il y a des riades exceptionnels qui mettent en avant notre patrimoine, notre savoir-faire, nos artisans qui mériteraient vraiment de devenir des 5 étoiles, mais qui ne le peuvent pas. Alors, ils ne le peuvent pas parce qu'ils ne le veulent pas. Peut-être. Et parce que personne ne refuse. Enfin, d'abord, la Confédération n'est pas l'administration régalienne. Ce métier est porté par une administration régalienne qui, elle, a les pouvoirs, de par la loi, de classer ou de déclasser. C'est pour ça qu'il y a tout un écosystème. Donc le ministère du Tourisme? Absolument. C'est son rôle, et l'administration territoriale également joue ce rôle lorsque les constats sont faits de manquement au cahier des charges, on va dire, d'un classement. Il y a un rapport qui est fait et puis il faut prendre des mesures et il faut surtout les activer. Oui, mais est-ce que la Confédération ne peut pas interagir également? Alors, l'AFTRI à la Confédération, c'est une corporation professionnelle qui regroupe le patronat d'un secteur pour défendre les intérêts économiques de ce secteur et pour faire en sorte que ce secteur puisse produire de la valeur et de l'emploi. La question réglementaire des classements, etc., oui, on a j'ai pas envie de dire un droit de regard, j'ai envie de dire un devoir de regard pour qu'il y ait une cohérence entre le produit que l'on propose, que l'on vend et l'expérience que l'on veut vendre. Par rapport à ces histoires d'hôtels qui ne veulent pas, c'est très très intéressant. Comment est-ce qu'un hôtel aujourd'hui... C'est une question fiscale. D'accord. Oui. Ok. Vous pouvez développer, c'est-à-dire? Non, c'est en fonction du nombre d'étoiles qu'on a, on est classé dans une rubrique fiscale, un niveau fiscal, et puis ça correspond aussi à des critères qui sont un peu plus compliqués et qui vont un peu plus loin que la partie fiscale. Un hôtel urbain n'est pas un hôtel resort de loisirs, c'est des critères qui sont différents. Maintenant, c'est vrai, nous on a interpellé il n'y a pas très longtemps l'administration de tutelle, il y a un cadre réglementaire qui est sorti il y a 8 ans. C'est la loi 80.14 sur les établissements d'hébergement, mais on n'a pas encore les textes d'application. Et moi, j'ai envie de dire plus que ça. C'est vrai que les étoiles, les 5 étoiles, l'hôtellerie classique, comme nous, on la connaît dans notre pays, c'est bien, c'est intéressant, c'est fantastique. Mais il y a aussi aujourd'hui toute la partie hébergement alternatif qui devient de plus en plus en vogue et de plus en plus éco-responsable et de plus en plus prisée, en particulier dans les zones non urbaines, dans le monde rural. On parlait tout à l'heure, vous vous souvenez, de l'équité territoriale. Ouais, si on ne développe pas aussi ce type d'hébergement, on ne peut pas atteindre l'équité territoriale. C'est à la mode, c'est recherché, les Nordiques, les jeunes, les gens, ils y vont. Aujourd'hui, moi, j'ai découvert des expériences absolument exceptionnelles, des conteneurs que les armateurs et les transporteurs maritimes ont l'habitude de jeter. Aujourd'hui, il y a des gens qui les récupèrent, qui les arrangent. Ils en font des lieux d'hébergement absolument exceptionnels. Donc, c'est plutôt vers cette diversification qu'il faudra qu'on aille. C'est plutôt vers cette nouvelle expérience qu'il va falloir qu'on se dirige pour
élargir le portefeuille de notre clientèle, améliorer l'expérience du touriste dans notre pays. La question du classement et de la qualité, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, il n'y a pas de rentabilité sans la qualité, mais il n'y a pas de qualité sans les clients et sans la rentabilité. Donc c'est cette équation-là qu'il faut absolument qu'on arrive à résoudre de manière apaisée, de manière sereine. C'est très compliqué. Le secteur aujourd'hui, après 2 années de crise extrêmement sévère, et d'abord en 2022, on ne sait toujours pas à quelle sauce l'économie de manière générale va être mangée. Inflation à 8%, risque de récession très sévère, non-visibilité sur les prix des matières premières et des hydrocarbures. Ça impacte directement la compétitivité. Donc il faut qu'on soit le plus apaisé et le plus serein possible pour aborder la suite. Oui, on est à 3 mois environ des fêtes de fin d'année. Ces vacances donc, de fêtes de fin d'année, elles pèsent combien dans le chiffre d'affaires annuel? Et puis, quelles sont les prévisions? Selon les établissements et selon les régions, et on sait qu'il y a surtout 2 grands pôles maximum et un en particulier qui bénéficie beaucoup des fêtes de fin d'année, c'est le pôle de Marrakech, on le sait. C'est une ville qui est devenue aujourd'hui, ou une destination qui est devenue aujourd'hui une vraie marque, c'est une marque mondiale et on s'en réjouit parce que c'est tout le bien qu'on se souhaite. Alors les fêtes de fin d'année, si je ne m'abuse, ça peut peser selon les établissements et la nature des produits jusqu'à 20% du chiffre d'affaires annuel. C'est très important, c'est un moment important, c'est un moment où la nature de cette période-là fait que le produit qui y est consommé est un produit premium et de grande qualité, parce que du foie gras et du caviar, on n'en mange pas tous les jours. Maintenant, la vraie question, et ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, cette question de saisonnalité, c'est ce qui ne nous permet pas de nous développer de manière régulière et de manière continue. Le rythme de dents de scie, il fait perdre en visibilité, d'abord à celui qui met de l'argent, qui risque, qui prend un risque financier. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à réguler. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on travaille sur un autre sujet qui est fondamental, c'est le marché intérieur. Le marché intérieur aujourd'hui, il représente à peu près 30% du volume des nuitées enregistrées dans les établissements d'hébergement classés. Il faut qu'il atteigne au moins 50%. Pour ce faire, il y a des petits exercices importants à organiser. Le premier, c'est le calendrier des vacances. La dernière fois qu'on a fait un calendrier régionalisé, on a gagné 36 jours de saison, d'allongement de saison. 36 jours d'allongement de saison, c'est énorme. Et puis, tout d'un coup, soudain, ce calendrier a été réunifié 1 semaine pour tout le Maroc. Enfin, le débutant des économistes dira que quand on allonge une saison et qu'on fait en 3 zones, on baisse la pression sur les prix. C'est mathématique. Ah oui. Offre et demande. Exact. Ensuite, le pouvoir d'achat qui est le nôtre, le SMIC, on sait ce qu'il vaut. Eh bien, il va falloir mettre en place et encourager un mécanisme d'épargne vacances pour que les gens puissent moins ressentir avec le décaissement one shot. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une famille de 3 ou de 4. C'est compliqué de partir en vacances, c'est cher. Quel que soit le produit, on n'est pas encore arrivé à dire je vais dans un 5 étoiles ou dans une villa. On veut aller juste dans un truc convenable où c'est propre, c'est confortable et où j'ai des choses à faire. Moi qui suis maman d'une famille de 3 garçons, j'ai besoin d'aller dans un endroit où mes garçons sont occupés tout le temps. Donc, l'équation, le marché intérieur, on ne va pas y répondre juste parce qu'on a baissé les prix des hôtels. Il faut qu'on ait le produit qu'il faut, au prix qu'il faut, mais surtout, il faut qu'on complète l'expérience. C'est pour ça que nous, on est en train de travailler d'arrache-pied. Et d'ailleurs, on a même tenu une petite réunion cette semaine, tous les opérateurs, une task force, pour travailler sur cette question du marché intérieur. Et l'un des sujets sur lesquels il va falloir faire un effort important, c'est celui de l'investissement en animation. Mais il faut encourager cet investissement en animation. Il faut créer cette banque de projets, en particulier pour les jeunes, pour pouvoir les encourager à mettre en place des petites structures, même des TPE ou des très petites entreprises qui proposent des offres d'animation, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles. Il faut multiplier par 10 les festivals, dans le tourisme, ça fait longtemps qu'on en parle, les fêtes musicales, les choses, mais de classe mondiale, pour pouvoir nous donner cette visibilité et cette crédibilité. C'est un tout. C'est pas en agissant que sur. Vous avez parlé de culture, c'est le moment de parler musique, d'entendre de la musique. Vous êtes très fan de musique, vous écoutez la musique en non-stop, vous écoutez dans votre salle de bain, dans votre voiture, tout le temps. Je veux tout savoir, moi. Dans ma voiture, oui. Oui, dans la salle tout de bain, tout le temps, presque. Dans la salle de bain, pas encore. Pas encore, mais ça va venir, ça peut venir. La pépite de Yacine. Radio 2M,
la pépite de Yacine Tabouktirt. J'ai peur. Madame Laouni, franchement, rien ne va. Tout est cher, tout est alambiqué, c'est compliqué. Je suis parti il y a quelques mois à Fès avec une collègue dans le cadre d'un voyage professionnel. Nous avons pris un riad moyen, rien de ouf, pour la modique somme de 800 dirhams par personne et par nuitée. Franchement, ça me faisait plaisir de me faire entuber, mais c'était pour la bonne cause, vu tout ce qu'a subi le secteur touristique durant la pandémie. Donc, on arrive tranquillement, chacun sa chambre, bien organisé, blablabli, blablabla. Je prends ma douche, je me glisse dans ma gandora en attendant que ma collègue passe me voir pour qu'on s'organise pour la journée du lendemain. La demoiselle en question arrive et nous commençons à relire la feuille de route quand soudain coup le jeune homme de l'accueil débarqua et nous explique gentiment que la demoiselle devrait sortir de ma chambre. C'est là où j'ai eu un éclair de lucidité et j'ai fermé ma bouche. Parce que oui, si je l'aurais ouverte, on aurait pu avoir des problèmes et gratuitement en plus, vu que la loi l'y autorise. Et la question que je me pose est que, et je vais avoir besoin de vous pour y répondre, c'est la faute à qui? Faute à Tuman. Option 1. Les professionnels du tourisme qui acceptent ce genre de comportement / loi. Option 2. Les quelques politiciens qui se nourrissent du conservatisme des Marocains qui ne veulent pas les brusquer. Option 3. Les quelques Marocains qui ne veulent pas voir le Maroc d'un œil plus neuf et moderne. Option 4. J'aurais dû acheter un riad. Bref, en attendant... Franchement, elle est marrante, celle-là. Bref, en attendant de Ils s'auto-glorifient, je crois pas. En attendant Il se jette des fleurs tout seul. En attendant de trouver une réponse adéquate, mettez votre plus beau heavy make-up et écoutez ce chef-d'œuvre de la musique persane où le radif traditionnel se mélange divinement à un rock puissant avec comme parole un poème de Maulana Jalaluddin Rumi. Dans le clip, les personnages plongent dans un labyrinthe de miniatures persanes et d'escaliers calligraphiques. Donc voilà, comme je vous laisse avec Heavy Make-up de Humayun Shajarian. On écoutera comme d'habitude, bien évidemment. Merci. J'aimerais t'applaudir, mais j'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Mais les autres, ils auraient pu quand même. Et puis des salves d'humour. Et magnifique la vidéo avec les dessins superbes. Surtout que là, c'est une première. À partir de maintenant, on pourra voir le truc en direct, nous aussi. Donc, je me suis dit, il fallait marquer, les auditeurs l'ont toujours en direct. Depuis toujours. Depuis la nuit des temps. En direct dans le studio. Nous avons une habitude dans l'hebdo. C'est toujours notre invité qui a le mot de la fin. Ce que vous voulez. Vous avez carte blanche. Alors moi, pour le mot de la fin, je voudrais juste revenir sur le combat des femmes. Et ce combat des femmes, moi je trouve que c'est triste qu'en 2022, on ait encore des femmes qui doivent se couper les cheveux pour avoir le droit d'exister et pour protester. On ne reviendra pas sur la question iranienne parce que la vraie raison de leur crise, elle est ailleurs. Ça fait depuis 1979 que cette affaire dure en Iran et ça c'est pas prêt de s'arranger. Mais je pense que pour ce que nous représentons, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, nous méritons des combats dignes et nous méritons des combats pour des vraies choses, pas des combats juste pour exister ou pour être respectés. Donc j'espère que ces messieurs et ces dames comprendront que le monde ne peut marcher que sur deux jambes, les hommes et les femmes. Sur le tourisme, un mot de fin aussi? Bah oui, si vous le souhaitez, ce serait bien. Non, j'aimerais dire que le tourisme marocain a encore de beaux jours devant lui. Il va falloir qu'on soit tous solidaires et attentifs à ce qui va se passer en 2023 sur le plan économique au niveau mondial. Il faudrait que l'on soit aussi très créatif pour profiter de la transformation que nous impose aujourd'hui un nouvel ordre mondial qui ne dit pas encore son nom et qu'on essaye au moins d'être à la hauteur de notre patrimoine et de tout ce que notre cher pays mérite. Peut nous offrir. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes là, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. J'espère aussi que vous reviendrez. Vous avez passé un bon moment? J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Et bien vous revenez quand vous voulez. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci à tous. T'as mal aux yeux? Un petit peu, regarde. Elle est émue. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine. On regarde la caméra qui est là et on dit au revoir. Salut.
هم یا سر هم وانگه گله کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک دل کن